Les Vosges étendent leur sommet sur 14 000 km². De cet océan de forêt surgit une multitude de châteaux forts. Car la situation de ce territoire au cœur de l'Europe a attisé les convoitises dès le Moyen Âge. Le massif est traversé par la frontière allemande au nord et longe la plaine du Rhin. Au Moyen Âge, les Vosges appartiennent au Saint-Empire romain germanique. Tout au long du massif, une centaine de forteresses veillent sur le territoire et les voies de communication, comme le col de Saverne. Le château de Fleckenstein est un des mieux conservés des Vosges du Nord. Il est construit par une famille de seigneurs locaux pour asseoir leur pouvoir. Bâti sur un rocher d'une centaine de mètres de longueur, il domine la forêt du haut de sa falaise étroite. Comme tous les châteaux des Vosges du Nord, il est en partie troglodyte. C'est à l'intérieur de la roche que les hommes du Moyen Âge trouvent la meilleure protection. Par la suite, ils construisent en hauteur sur la plateforme. Charles Schlosser se consacre depuis 20 ans à sa préservation. Alors je voudrais vous montrer un endroit d'où on voit vraiment la particularité de ce château, c'est-à-dire cette communion entre le rocher et la partie architecturale qui a été construite par après. Donc nous voyons ici le rocher très imposant puisqu'il fait 25 mètres de haut. Et c'est dans ce rocher qu'on a taillé des pièces, qu'on a taillé aussi l'accès du château primitif, 10e, 11e, 12e siècle, on ne sait pas trop. Et en tout cas, donc, on voit partout dans ce rocher des traces de taille rectangulaires au carré. Et puis par-dessus, sur ce rocher, qui sert de fondation au château du 15e, du 16e siècle, ce qui reste des vestiges du palais, ou alors plaqué contre le rocher également, la tour du puits ou la tour d'accès. Charles Schlosser se rend maintenant dans le cœur du château, à l'intérieur même du rocher. Nous sommes ici dans l'escalier primitif du château, donc 11e, 12e siècle, et on voit très bien partout les traces de taille, au plafond, au mur. Pour ce travail très délicat, on pense que les seigneurs faisaient appel à des mineurs qui avaient, eux, le sens de l'orientation, puisqu'ils travaillaient sous terre, ils étaient obligés de creuser des galeries, donc c'est eux qui faisaient ce travail. Une des salles les plus spectaculaires, la salle de garde, est creusée autour d'un pilier naturel. C'est aussi l'entrée d'un passage secret du château, entre la paroi de roche et le mur de protection du XIIe siècle. On a là le mur, la muraille, à ma gauche, au-dessus le rocher, derrière moi, une des deux tours de cette fortification sud. Alors on imagine que ça a été construit, encore une fois, pour améliorer la défense de la partie sud du château. On a des meurtrières à mi-hauteur, ce qu'on n'avait pas avec le rocher. Et puis sans doute aussi pour marquer un peu la puissance de ce château qui, du côté sud, n'avait pas d'éléments de fortification. À partir du XIIIe siècle, les seigneurs du Fleckenstein aménagent la plateforme naturelle pour y bâtir leur logement. L'originalité du Fleckenstein réside dans sa forme, dans la forme du rocher. Comme on peut le constater, en partie sommitale, très étroit.
Et donc le constructeur a dû jouer avec la hauteur, donc il faut s'imaginer 3 étages au-dessus de nous. Il a pratiquement utilisé tout l'espace dans sa longueur, et pour la largeur, il a à certains endroits triché un petit peu avec des encorbellements, c'est-à-dire des poutres qui sont posées dans le rocher et qui dépassent dans le vide pour qu'on ait des pièces un peu plus larges. Quand la France reconquiert l'Alsace au XVIIe siècle, le Fleckenstein est en partie dynamité par les troupes de Louis XIV, afin qu'il ne serve plus jamais à l'ennemi. Plus au sud, le massif des Vosges domine la vaste plaine du Rhin. Il forme un rempart naturel utilisé par les seigneurs du Moyen-Âge pour contrôler de plus vastes territoires. À bord de cet avion, l'historien Georges Bischoff. Il est un des spécialistes des châteaux d'Alsace. Son vol commence par le Haut-Bar, à quelques kilomètres de Strasbourg. Le Haut-Bar, c'est un château qui contrôle le col de Saverne. C'est le passage le plus facile pour aller depuis le plateau lorrain jusque dans la vallée du Rhin. Ce col est traversé d'abord par des voies romaines et est resté en activité d'une manière continue jusqu'à nos jours, avec le canal du Rhône-Rhin, la ligne de chemin de fer, la route, tout y est. Ça montre le rôle d'un château qui a été qualifié en 1415 l'œil de l'Alsace. En se dirigeant vers le sud, d'impressionnants monuments se succèdent sur les sommets, veillant sur les villages et l'école. 40 km plus loin, l'avion arrive en vue de l'extraordinaire forteresse d'Andlau. Là, on reconnaît le château d'Andlau et ses 2 tours, et on doit voir le vignoble. Oh, le vignoble, c'est l'or de l'Alsace. L'or, ça se protège. Les châteaux sont issus, outre de la fonction de passage, de la richesse de ces terroirs et peut-être aussi de la richesse minière. Dans la vallée suivante, on découvre l'étonnant donjon octogonal de Lortenberg. Lortenberg, ce qu'il a de merveilleux, c'est un château construit en granit. C'est un château très compact, dont le logis est évidemment protégé par ce donjon massif et par cette chemise qui forme un coin pratiquement inattaquable. C'est un château modèle. C'est le top de ce que l'on peut faire en matière d'architecture militaire autour de 1260. Au loin apparaît le plus emblématique de tous les châteaux alsaciens, le Haut-Königsbourg. Ah, le Haut-Königsbourg, c'est un régal. Là encore, c'est un cuirassé de pierre. Hein. C'est le château qui résume presque l'histoire de l'Alsace. Château qui a été le château d'un duc de Souabe d'abord, d'une famille royale, Frédéric Barberousse. Königsbourg indique bien son nom, le château du roi. Ça a été à l'époque où il n'y avait encore pratiquement pas de château, la tour de contrôle de l'Alsace. La tour de contrôle, ça a permis effectivement à ce duc de Souabe de se rendre maître de la plus grande partie de la région. C'est ensuite un château qui est devenu, comme beaucoup de châteaux des Vosges, à la suite de son abandon ou son semi-abandon, un repère de brigands. À la suite de cette période de déclin, des travaux de rénovation sont entrepris au début du XXe siècle. Il est aujourd'hui le symbole du style gothique germanique. Du haut de sa colline, il domine une autre curiosité, les 3 châteaux de Ribeauvillé.
Le plus imposant, c'est Saint-Ulrich. Construit à partir du XIIe siècle, il conserve encore des ruines d'un majestueux habitat seigneurial. « 8 km au sud, le vol se termine par un château étroitement relié à son village et au vignoble. C'est l'empereur Frédéric II qui le fait bâtir au début du XIIIe siècle. D'où son nom, Kaisersberg, le mont de l'empereur en allemand.